qui a provoqué l'envie d'écrire, ça a été beaucoup les matchs d'impro. En fait, quand j'étais comédienne, je participais à cette chose assez gauloise que sont les matchs d'impro, où on se bat dans une patinoire avec d'autres comédiens à inventer des histoires, et on se prend des chaussons dans la tête quand on est mauvais de la part du public. Donc c'est vraiment un sport comme du hockey. D'ailleurs, ça a été créé au Québec. Et j'étais très mauvaise dans cet exercice. Vraiment, c'était un enfer. J'allais dans la patinoire, je me prenais des pluies de chaussons. Et en rentrant chez moi, pendant la nuit, je refaisais toutes les histoires. Vraiment, je réinventais tout. Et là, je me disais, oh, j'aurais dû dire ça. Et puis là, tel personnage aurait dû rentrer. Et en fait, le désir d'écrire, il est venu comme ça. Je me suis dit, mais il faut que j'ai le temps. Il faut que j'ai le temps pour déployer des histoires et déployer une écriture. Il y a aussi un phénomène, c'est que quand j'étais petite, moi j'adorais le théâtre. Très vite, mes parents m'ont emmenée au théâtre. On avait une prof qui était géniale en primaire. Mais c'est vrai que les femmes étaient très peu représentées dans l'écriture théâtrale. J'ai jamais étudié un texte de femme à l'école, au collège, ni même au lycée. Donc en fait, le fait d'être actrice, c'était une prédisposition quand on aimait le théâtre. On ne se voyait pas régisseuse. Et voilà, il m'a fallu beaucoup de temps de rencontrer des femmes qui écrivaient pour me dire que je pouvais m'autoriser ça. Donc ça a été un long chemin de trouver ma place en tant qu'autrice, puisqu'on le dit maintenant, mais ça a été un long chemin. J'écris souvent en réaction à quelque chose qui me touche profondément. La première raison, elle est un peu égoïste, c'est qu'en fait, je sais que quand j'écris un texte, je vais travailler dessus pendant 1 an de manière intense, mais après, c'est un texte qui va m'accompagner pendant 3 ans, pendant 4 ans de vie, le temps que ça se crée, le temps que ça se tourne. Et en fait, je trouve que c'est du coup utile d'avoir quelque chose qui nous touche vraiment, qui nous répare. Voilà, autant plonger dans quelque chose qui nous parle vraiment. Et après, c'est vrai que j'ai une écriture assez émotive. Hein. C'est pas pour rien que je voulais être comédienne quand même à la base. C'est que j'aime quand il y a des sentiments très forts, quand les comédiens ont de la matière à suer, à transpirer, à se heurter à des émotions fortes sur un plateau. Je ne pense pas à écrire de manière très littéraire, en fait. Je pense vraiment à écrire pour le plateau et la création. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'aime utiliser une matière très vivante, que ce soit effectivement un divorce, une naissance, un deuil à faire. Voilà, c'est une manière de pouvoir activer dans l'écriture des choses très organiques, en fait, pour les comédiens derrière. Vous écrivez pas mal sur les obsessions qui constituent le quotidien, que ce soit le couple, la famille, l'entreprise ou encore les névroses, le vide. Oui, c'est pareil. Oui, j'aime vraiment écrire sur les sentiments humains. En fait, ce qui me plaît vraiment, c'est d'écrire sur la grandeur des sentiments humains dans un contexte étriqué et dans un contexte contemporain. J'aime beaucoup les grands classiques, j'aime beaucoup les tragédies, mais ce qui me plaît avant tout, c'est de rappeler aux gens qu'on vit tous des tragédies très intimes, qu'une petite situation en entreprise, au bureau, peut en fait représenter une immense tragédie. Et je préfère partir du tout petit pour l'agrandir, plutôt que de partir du très très grand pour essayer de faire du très très grand. Moi, j'ai l'impression qu'on a des grands mondes imaginaires à l'intérieur de toutes petites choses, et c'est ça qui m'intéresse. Et puis après, je vis dans mon monde, je suis maman, je suis débordée, je voyage pas énormément, donc je fais avec ce qui est proche de moi. Puis ça me permet moi aussi de voyager à l'intérieur du quotidien. Oui, parce que votre écriture, elle est assez en proie avec le réel, le présent. Et c'est vrai que dans toutes vos pièces, on retrouve pas mal cette perception assez lucide et aussi acide d'un monde en crise et d'une société qui est un peu en plein naufrage. Oui, je trouve que c'est très dur aujourd'hui
de faire la synthèse entre nos rêves d'enfants, nos rêves de réussite et toutes les peurs en fait qui nous paralysent en permanence. Voilà, des peurs de ne pas pouvoir se loger, des peurs de ne pas pouvoir manger, des peurs de ne pas pouvoir offrir une scolarité à nos enfants. Et je crois que mes pièces reflètent pas mal cette crise en fait de chaque être humain entre ses grandes aspirations, ses grands idéaux et puis cette incohérence totale dans laquelle on est. Notamment, je parle beaucoup, il y a souvent des marques inventées au réel, mais j'aime beaucoup que mes personnages parlent de la marque de céréales qu'ils emploient le matin. Je trouve que ça les rend très, très concrets et très pathétiques aussi. Voilà, et puis j'aime bien rendre notre pathétisme poétique. Je pense que c'est ce dont les gens ont besoin. Moi, j'en ai besoin, en tout cas, de rire de mon pathétisme. Voilà, de ma mesquinerie, de ma fatigue. C'est ce qui me permet de grandir. Puis récemment, j'ai lu Mona Chollet, Chez soi, sorcière et chez soi. L'Odyssée domestique, et je trouvais que c'était ouais, ça m'a complètement parlé, ce fait d'être complètement ancré dans son époque et puis de l'accepter et puis voilà, de partir de soi, de ce qu'on vit. Moi j'ai une révélation qui se confirme d'année en année. J'ai vraiment l'impression que considérer la vie comme une montée, c'est-à-dire que d'estimer qu'on va quantifier ses résultats dans le travail, ses résultats en tant que parent, ses résultats sur le compte en banque, et donc de considérer la vie comme des paliers qu'il faut franchir, c'est un désastre, c'est une dépression assurée, c'est un écueil total. Par contre, considérer la vie pour ce qu'elle a de vraiment vivant, c'est-à-dire un mouvement perpétuel qui monte, qui descend, qui se modifie au gré du temps. Et dans l'éducation, je trouve que les enfants nous apprennent énormément ça. Donc, considérer la vie comme des phases changeantes, c'est quelque chose qui nous réconcilie vraiment avec le quotidien. Et ces phases changeantes supposent l'imperfection. Mais je pense que le grand mal-être de notre époque, c'est la notation. C'est vraiment la notation de, justement, un restaurateur, un taxi. Et moi, j'ai eu un choc quand on m'a demandé de noter mes médecins, quand j'étais à la maternité des Bluets et qu'on m'a demandé, j'avais pris mes rendez-vous sur Internet, de noter la sage-femme avec laquelle j'avais eu un rendez-vous. Je me suis dit, c'est terrible. Voilà, je pense que si on prend la vie comme quelque chose de quantitatif et de chiffrable, on va dans le mur en tout cas. Si on la prend pour ses imperfections, oui, c'est beaucoup plus intéressant et mobile. Déjà, chaque personnage a vraiment un langage. Mais je crois que même l'idée des pièces vient du langage des personnages. Souvent, je vais observer, Building notamment, c'est vraiment... Je travaillais comme hôtesse à la Porte Maillot. Vraiment, j'étais perchée sur 2 talons. Et je suis allée manger dans une cantine à côté. Et j'ai entendu 3 gars qui parlaient de leur travail que dans leur jargon, avec quelque chose de totalement policé. Je comprenais rien. J'avais l'impression que tous les mots étaient équivalents. Et ça a vraiment lancé l'idée de la pièce. Ça a vraiment lancé le discours du PDG en ouverture de la pièce. C'est-à-dire un discours fleuve où rien ne sort. Et ça m'amusait beaucoup. Après, par exemple, dans Les uns sur les autres, les onomatopées, c'était vraiment une constituante du langage du grand-père et de la mère. Le fait qu'elle ne finisse jamais ses phrases. Et moi, ça me donne un rythme dans l'écriture. Vraiment, c'est le poumon des personnages, leur langage. Et aussi, j'aime provoquer, j'aime qu'un personnage, par son langage, vienne bousculer l'autre, bousculer le comédien aussi. Et j'aime aussi que le langage, sous un aspect contemporain et actuel, en fait, ne soit pas du tout naturaliste. Pour que le comédien soit obligé de se forcer à dire cette langue et donc doit se transposer complètement dans ce personnage. Donc des fois, notamment dans Parlons d'autre chose, on a l'impression que les ados, elles parlent de manière très naturelle. Je les ai interviewées avec Catherine Schaub, la metteur en scène avec laquelle je travaille pendant plusieurs mois. On a pris tout ce langage, mais après, la façon dont elles le sortent, dont elles le tordent, les oblige à se mettre
dans des avatars et dans une fiction. Sinon, le naturalisme absolu ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rythme. Et c'est pas mon univers, tout simplement. Je l'admire chez les autres, mais c'est pas mon univers. Oui, il y a deux choses. Vraiment, j'aime en effet beaucoup que les scènes s'enchaînent, qu'on change de lieu et qu'il n'y ait pas de didascalie. C'est-à-dire que vraiment, le metteur en scène et les comédiens se débrouillent. Si j'écris du théâtre, c'est vraiment pour que ce soit une matière première pour la transposition, pour la réinterprétation, pour le jeu sur scène. Et aussi, c'est vrai qu'à l'intérieur des pièces, on peut les lire comme des comédies ou des tragédies, ou les deux. J'ai vu des versions de Building qui étaient absolument tragiques, avec vraiment des personnages qui prenaient les situations au premier degré. Et c'était vachement beau, en fait, de voir ça, de voir qu'ils avaient pas mal occulté la comédie. Du coup, c'était drôle, forcément, parce que c'est quand même un peu contenu dans l'écriture. Mais le fait de voir les comédiens vivre les situations d'humiliation au travail au premier degré, c'était très touchant. Et aussi sur cette qualité et liberté d'interprétation que j'ai pu observer. Beaucoup de building, parce que c'est vrai qu'on m'appelle souvent, les compagnies amateurs m'appellent et me disent « viens voir ». J'ai vu des choses, mais aux antipodes. Il y a notamment dans la pièce des pigeons qui se crachent contre les vitres du building. Et à chaque fois, c'est mon grand plaisir de voir comment les compagnies traitent ça. Donc j'en ai vu qui avaient mis du mazout, qui lançaient du mazout contre une vitre, d'autres qui avaient mis des haricots secs dans des gants Mappa et qui tapaient comme ça sur le sol, d'autres qui giclaient des faux pigeons morts. Et voilà, je trouve que c'est réjouissant. Après, je m'amuse aussi souvent à mettre des didascalies impossibles. Ça, c'est mon grand jeu. Comme ça, déjà, je suis sûre que les metteurs en scène m'appellent. On me dit « mais comment, qu'est-ce que vous faites ça ?» Et là, parfois, c'est la possibilité d'un dialogue avec les compagnies. Et dans le Poisson belge, notamment, il y a des didascalies du type elle remplit la baignoire de ses larmes, ou dans Les uns sur les autres, elle est tellement anorexique qu'elle devient transparente. Donc là, en général, les metteurs en scène m'appellent, ils me disent « mais est-ce qu'il faut vraiment que le personnage devienne transparent sur le plateau, ou est-ce qu'elle peut être là mais personne ne la voit ?» Et ça ouvre des super discussions. Alors Catherine, je la laisse très libre, hein. C'est-à-dire que nos discussions ne vont pas vraiment aborder la scénographie. Je lui fais confiance. Après, je viens voir le décor, on regarde les dessins ensemble, on échange. Mais c'est toujours les enjeux de fond qui sont abordés. C'est-à-dire qu'on a une grande discussion en général. Une fois que je lui ai passé la pièce, elle me dit « pourquoi tu as écrit ça ? Quels sont les enjeux de tel et tel personnage ? Est-ce que c'est normal qu'on retrouve tel mot 10 fois dans la pièce ? Comment je traite ça ?» Voilà, donc c'est vraiment des enjeux sur l'écriture. Et après, je vais venir peut-être une fois tous les 4 jours par semaine en répétition. Mais on va très vite se flairer avec Catherine. Par exemple, si elle sent que les comédiens, quand je suis là, vont me demander de modifier des phrases qui sont trop difficiles à dire, elle va me dire « repars, va-t'en ». Voilà, c'est bien d'avoir un auteur vivant, mais aussi parfois ça peut laisser trop de champ aux comédiens de vouloir modifier des répliques parce qu'elles sont compliquées à aborder. Donc en fait, c'est beaucoup ce jeu-là qui se met en place. Par exemple, Catherine, il y a des moments où il y a une scène, ça ne marche pas. Donc elle va essayer 1 semaine, 2 semaines, puis au bout de 2 semaines, on va se dire non, en fait, il y a quelque chose dans l'écriture à retravailler. Et c'est passionnant du coup. Du coup, moi, je suis contrainte de retravailler pour que ça fonctionne. Mais c'est très bien d'être 2. Ouais. Oui, je suis effarée par les chiffres, hein, comme nous toutes et comme nous tous aussi, parce que j'ai beaucoup de confrères et de collègues qui sont outrés. C'est fou, c'est dans l'ADN en fait des programmateurs, des directions, des tutelles. C'est dans leur ADN de ne pas programmer des femmes, ou alors en tout cas de leur demander de faire 100 fois plus leurs preuves pour les programmer. On a encore affaire à des programmateurs qui demandent ou qui instaurent un rapport de séduction. Alors on le coupe systématiquement, mais on sait que ça peut être rédhibitoire.
Je pense aussi que nous, en tant que femmes, on ne s'autorise pas assez à prendre des directions de lieux. On a toujours l'impression d'être pénible quand on vient dire que dans telle salle de théâtre, il n'y a aucune femme qui n'a été programmée sur les 2 ans. Voilà, moi je suis entourée de femmes qui écrivent merveilleusement, mais ça y est, on commence à créer des collectifs, à se bouger. Donc il a fallu en fait re-raconter l'histoire du fait que c'était l'Académie française créée au XVIIe siècle qui, dans le premier dictionnaire de langue française, a supprimé le mot autrice pour y mettre le mot actrice, et que ça a été une décision délibérée de supprimer ce mot qui existait depuis l'Antiquité sous la forme de auctrix, et voilà, et que ce mot avait été supprimé véritablement. Et donc il est temps de réhabiliter ce genre de vocabulaire, parce que s'il n'y a pas de mots pour qu'on puisse se projeter dedans, forcément le combat est beaucoup plus difficile.